Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode numéro 108 du podcast de Passion MLB. Charles-Alexis Brisebois à l'animation. À mes côtés cette semaine, Pascal Harvey qui est là avec moi. Comment ça va, mon cher Pascal? Ça va bien, Charles-Alexis. Ça va toujours bien. Quand vient le temps de parler de balle, là, on est toujours présent. Voilà, un beau petit mercredi soir qui nous attend. Parler de baseball, puis après ça, le Canadien qui va jouer à 20h. C'est la raison pour laquelle ceux qui nous écoutent en live, on est à 19h aujourd'hui. Peut-être de la balle aussi sur le côté. Donc, ça va être une belle soirée de sport, sans aucun doute. Sébastien Berroir qui est absent, donc un petit tête-à-tête pour nous ce soir, Pascal. D'ailleurs, Matt qui nous demande justement où est Seb. Il est dans le 3 de notre podcast. En fait, Matt, j'aime beaucoup cette réponse-là. Je pense que je vais la réutiliser. C'est devenu la version officielle. Sébastien a été rétrogradé dans le 3A. Il va falloir qu'il améliore ses performances. Je trouve, Pascal, qu'il n'en donnait pas assez durant les derniers podcasts. Puis là, ça va être le temps de step up un peu. Il y a plein de joueurs qui ont été DFA dans les derniers jours. Sébastien, il n'a pas été traité différemment. C'est ça. Il est parti consoler Andrew McCutcheon. Pascal, avant d'aller sur le bloc sur les Blue Jays, je veux qu'on parle d'une petite nouvelle concernant les expos. Pour ceux qui ne connaissent pas le compte Hall of Pretty Good, c'est un Américain qui a décidé de partir ça. Hall of Pretty Good, ça veut dire le temple des très bons. Et lui a décidé de partir ce compte-là sur les réseaux sociaux, tant Instagram que Twitter, etc., pour rendre hommage à ces joueurs qui ne seront jamais des membres du temple de la renommée, mais qui ont été quand même très bons et qui ont quand même marqué d'une certaine façon leur époque. À chaque semaine, il va chercher un joueur et il fait passer pas ses auditeurs, mais les gens qui le suivent au vote pour voir est-ce qu'il mérite d'être dans le temple des très bons. Et là, il a décidé qu'il allait ajouter une équipe, Pascal, à la demande de beaucoup de gens. Donc, je présume qu'il y a des Québécois là-dedans parce que ce sont les Expos de 1994. Évidemment. Évidemment. Puis en passant, Charles, je ne connaissais pas ce site-là. Là. Tu me l'as fait découvrir, puis ça donne bien parce qu'on le découvre comme tout plein de Québécois parce que justement, les Expos de 94 ont été désignés comme étant l'équipe qui va faire la différence là, dans ce site-là. Pour moi, c'est normal. Pour plein de Québécois, c'est normal. Pour plusieurs Américains, ça peut devenir normal aussi parce que les expos, c'est une belle histoire au final. Hein. C'est vraiment une belle histoire. Puis de les voir encore dans les 10 villes favorites pour accueillir une nouvelle équipe, peut-être en 2030 ou quelque chose comme ça, plus on en parle, plus souvent on en parle, puis mieux c'est. Mieux ça nous positionne sur la carte, mieux ça nous positionne dans les discussions qui entourent le baseball majeur. Puis quelle belle équipe que celle de 1994. 74 victoires, 40 défaites quand est arrivé le conflit de travail. On s'acheminait vers une série mondiale, possiblement Expo contre Yankees. Ça aurait été idéal de voir ça. Puis, j'aime ça. J'aime ça que les gens reconnaissent que cette équipe-là a été l'une des plus belles pendant cette décennie-là. Puis va continuer de faire rêver les partisans des Expos. Puis tu sais, tu regardes cette époque-là, j'ai pas la stats devant moi, là, je la sors là parce que je viens d'y penser, mais de 81, qui est quand même une autre année symbolique pour les Expos, jusqu'à 94, c'est quand même un 13-14 saisons. Si tu additionnes la fiche de toutes les équipes, la fiche victoire-défaite durant tout ce span-là, les Expos, c'est une des meilleures fiches du baseball majeur. C'est un club qui avait énormément de succès quand même. 94, c'est l'année où, évidemment, où ça s'est concrétisé. Mais de voir, comme tu dis, qu'il y a eu une poussée sur ce compte-là, moi, ça fait quelques mois que je le suis, c'est un compte qui prend de plus en plus d'expansion. De voir que les expos ont réussi à fonctionner comme ça, j'imagine qu'il y a beaucoup de Québécois, comme je l'ai dit, qui ont peut-être leur grain de sel là-dedans, mais il y a beaucoup d'Américains aussi, je pense, qui ont bien aimé les expos, peut-être aussi ceux principalement du Vermont ou dans le nord-est des États-Unis. Là, on sait qu'il y avait des Américains qui venaient faire leur tour à Montréal une fois de temps en temps, une fin de semaine par année pour venir voir jouer les expos. Il y a eu des clubs écoles là-bas et tout, mais c'était un club qui n'était pas détesté dans le sens où il y en a que ça les rendait peut-être indifférents, un club au Canada, mais c'est rare les gens qui disent « Ah, les expos, moi, je les haïs comme on peut haïr les Yankees ou les Dodgers ou ces clubs de gros marchés-là. » Les expos n'étaient pas détestés. Les expos n'étaient pas détestés, puis je vais paraphraser Kevin Bieksa qui dit que le Canadien sont une équipe aimable. Ouais. Les expos étaient une équipe aimable, puis les expos n'étaient pas en rivalité de façon viscérale avec
aucun club, peut-être dans ces années-là, les Braves d'Atlanta étaient l'équipe qui se rapprochait le plus d'une rivalité avec les Expos. Puis, on a tous appris le départ de Bobby Cox récemment. Bien, Bobby Cox était celui qui a fait mal aux Expos, mais en même temps, en 94, c'est les Expos qui ont fait mal à Bobby Cox et aux Braves d'Atlanta. Ça fait que, tu sais, il n'y avait pas de rivalité nécessairement très provocante, mais il y avait une bonne lutte qui se faisait avec les Braves d'Atlanta pour le premier rang. Puis on sait que les Braves étaient abonnés au premier rang de la division Est. Ben, les Expos leur ont donné quand même des bonnes luttes. Puis, tu sais, ça ne me surprend pas que de 81 à 94, les Expos étaient parmi les meilleures équipes parce qu'ils n'ont jamais eu nécessairement d'années catastrophiques, les Expos. Ils se sont toujours maintenus soit au milieu du classement, soit dans les deuxième, troisième positions. Puis si la façon dont les séries sont bâties aujourd'hui dans le baseball majeur, imaginez, revenez 30 ans en arrière, les Expos auraient fait les séries à peu près à toutes les années. Ben oui, puis ça aurait peut-être sauvé la franchise. Là, on ne réécrira pas l'histoire, mais des revenus de séries éliminatoires, là, je ne te dis pas que ça aurait transformé les Expos en Yankees de New York à acheter tout le monde, mais ne serait-ce que de retenir les joueurs que tu es en train de développer, ça aurait pu faire la différence. Tu sais, 94, il ne s'est rien passé, on sait pourquoi. Après, les ventes de feu ont commencé. Ben, si tu te rends en série mondiale, si tu joues une série mondiale, si tu gagnes ta série mondiale, il y a peu de chances qu'il y ait une vente de feu l'année d'après et les années qui ont suivi. Donc, tu aurais conservé ton noyau. Il y aurait eu plus de monde au stade. Les gens auraient plus parlé des expos. Oui, tu le dis, on ne réécrira pas l'histoire, mais ça aurait été le fun de le vivre au moins. Pascal, si tu le permets, on va aller voir maintenant ce qui se passe du côté des Blue Jays. OK! Blue Jays! Ça brasse quand même ces temps-ci chez les Blue Jays. Je regardais, Pascal, juste le relevé de transactions des Blue Jays des 3 derniers jours. On a envoyé Shane Bieber officiellement en rééducation. Tanner Andrews a été rappelé. David Schneider a été envoyé en bas. Dylan Cease sur la liste des blessés. Nathan Lucas a été activé. Par la suite, Tanner Andrews aujourd'hui envoyé à Buffalo. Austin Vaught a été rappelé. Connor Seabold a été acquis des Tigers contre un espoir. Il y a José Berrios qui a été placé sur la liste des blessés de 60 jours. Pat Bowman a été signé pour un contrat des mineurs. Alejandro Kirk a été transféré sur la liste des blessés de 60 jours. Ça brasse dans ce club-là. Il y a comme beaucoup de pièces qui bougent. Avec toutes ces blessures-là, je pense que les Blue Jays n'ont pas le choix nécessairement. Et je pense que la question qui est sur toutes les lèvres en ce moment, c'est qui va être les partants de ce club-là. Parce que tu as Kevin Gausman, évidemment, tu as Trey Savage, tu as Patrick Corbin qui devient une bouée de sauvetage plus que nécessaire alors qu'on ne pensait pas en avoir besoin. Tu as Spencer Miles qui est en train de se développer dans ce rôle-là, mais c'est encore un nombre de manches limité. Et là, il te manque un partant avec la blessure de Dylan Cease, qui est probablement la blessure qui fait le plus mal depuis le début de la saison aux Blue Jays. Et là, il y a des questions qui se posent. Qu'est-ce que John Schneider va faire pour aller acheter des manches à gauche et à droite? Bien, d'un, là, tu as nommé la nomenclature de ce qui s'est passé au cours des derniers jours. Ross Haskins, on s'entend qu'il gagne bien son salaire ces temps-ci. Wow, c'est possiblement le DG le plus occupé là, quand on fait le tour de la Ligue. Puis moi, l'homme dans lequel, pour qui les souliers sont peut-être les moins confortables en ce moment, c'est John Schneider, parce que lui, il doit trouver des solutions. Je pense qu'il aimerait ça se placer lui-même sur la liste des blessés pour prendre un petit congé, là. Mais lui, il doit trouver des solutions. Puis, tu sais, d'avoir des bullpen days aussi régulièrement à la fin mai, oui, tu achètes du temps. Tu gagnes du temps en attendant que tes blessés reviennent, mais ce n'est pas l'idéal. Un bullpen day, une fois de temps en temps, c'est bon. Puis souvent, des bullpen days, ça va aller te chercher une victoire au final parce que les frappeurs n'ont pas le temps de s'habituer aux lanceurs qu'ils voient. Mais c'est pas confortable ce qui se passe à Toronto actuellement. Non. Et le plus drôle dans cette histoire-là, c'est qu'ils se rapprochent quand même de l'affiche des 500. Ils réussissent à gagner des séries, ce qu'ils faisaient moins régulièrement depuis le début de l'année. Ils réussissent à coller des petites séquences de victoires. Puis ils gagnent de différentes façons. Mais n'empêche que le sujet de l'heure, c'est qui va devenir le 4e partant. Bien, personne n'a la réponse. Puis la réponse, elle ne peut pas venir nécessairement d'ailleurs dans le baseball majeur. Est-ce qu'il y a une équipe qui va échanger un partant le 27 mai? La réponse, c'est non. Tout le monde a besoin de ses partants. Fait que même si Ross Haskins, il prend le téléphone, il appelle tous ses confrères, ben, il va réussir à aller chercher, c'est quoi, c'est Seabold?
D'ailleurs, corrige-moi, Charles, mais il n'avait pas été libéré à la fin du camp d'entraînement par les Blue Jays. Exactement. Fait que là, on a dû payer pour aller acquérir son service. C'est un peu paradoxal, mais n'empêche que c'est ce genre de lanceur-là qu'on va aller chercher sur le marché des transactions. Il n'a rien pour écrire à sa mère, mais n'empêche que ça fait un bras de plus. Puis, tu sais, le point que tu mentionnes sur les bullpen days, les journées de comité de releveurs, est excellent parce que tu regardes les deux lanceurs les plus utilisés en termes de nombre de matchs de toute la ligue, ils sont chez les Blue Jays. C'est Mason Flaherty avec 29 et Braden Fisher avec 28 à égalité avec d'autres lanceurs. Et tu regardes à égalité au 9e rang, là, il y en a une trolley, mais Jeff Hoffman, Tyler Rogers, Louis Varland, qui sont tous à 26. C'est beaucoup de fois. Ça, c'est sans compter le nombre de fois, Pascal, où ces gars-là s'exercent dans l'enclos et ne viennent pas dans le match. On dit que, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vérifiable ou pas, mais que de s'exercer, finalement, se rasseoir et pas venir lancer, c'est l'équivalent d'une demi-performance en termes de charge de travail, de préparation mentale et tout. Donc ça, c'est sans compter le nombre de fois. On peut peut-être ajouter plusieurs petites demi à ça parce que ça arrive que ces gars-là s'échauffent et finalement ne sont pas utilisés. C'est quand même un beau défi présentement pour John Schneider et pour Pete Walker, parce que Matt a raison, c'est vrai, l'entraîneur des lanceurs aussi, là, présentement, il doit se gratter le coco. Mais c'est ça, c'est un beau défi pour ces gars-là. Heureusement, à l'interne, on en a glissé un mot, mais parlons-en un peu plus. Spencer Miles, qui est en train de très, très bien se développer. C'est une belle histoire, Spencer Miles. Il avait lancé 14 manches et 2 tiers dans les mineurs parce que les blessures l'avaient affecté. Les Blue Jays ont décidé de prendre une chance. Donc, écoute, présentement, je suis inquiet pour l'état de son bras parce que c'est un gars avec un historique de blessure qui augmente sa charge considérablement, mais de la façon dont il lance, il est un peu le Eric Lauer de 2026. Là. Eric Lauer, c'était ça aussi. Il est arrivé un peu de nulle part. Il a commencé à prendre des responsabilités de partant alors qu'on en avait besoin et il a fait le travail. Spencer Miles, c'est encore embryonnaire, mais on en est là un peu, Pascal. Bien, l'échantillon qu'on voit, du moins, nous force à croire qu'il y a quelque chose de bien dans ce lanceur-là. Puis c'est comme le partant qu'il nous faut, mais par défaut, comme Lauer l'avait été. Mais tu sais, parlons-en de Lauer. On aimerait ça l'avoir actuellement. Puis je sais qu'avec John Schneider, il n'y avait pas nécessairement de fit. Là, on ne s'entendait pas nécessairement. Mais Schneider est payé pour prendre des décisions. On avait convenu que ça en était assez là, de Lauer, qu'on l'envoyait sur d'autres cieux. Mais n'empêche que faut prendre ce genre de décision-là quand tu coaches dans le baseball majeur, puis la décision a été prise, il faut vivre avec. Puis on ne le sait jamais parce qu'on ne savait pas que Cease allait se blesser. On savait, tu sais, il y a beaucoup d'éléments qui font que les Jays rament à contre-courant continuellement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on réussit quand même à aller chercher des victoires. On réussit à aller chercher malgré tout. Oui, tu as raison. Le club réussit à aller chercher des victoires. Beaucoup de séries qui gagnent. Ils ont gagné, je pense que c'est 9 de leurs 11 dernières séries, ou du moins, ils n'ont pas perdu 9 de leurs 11 dernières séries. Il y a peut-être des honneurs divisés un peu là-dedans, mais on arrive à se maintenir. Puis, comme John Schneider, il dit, à stacker les séries, là, donc à accumuler les séries où tu n'as pas plus de défaites que l'adversaire. Donc, à ce niveau-là, c'est quand même positif. Mais pour répondre à ton point, écoute, Eric Lauer, je suis d'accord qu'il fallait qu'il parte, mais d'un autre côté, ils l'ont coupé en tombant à 4 partants, en sachant aussi qu'il y avait des blessés, puis que Max Scherzer, son retour n'était pas imminent, puis que Berrios, c'était pas imminent. Finalement, Berrios, ça s'est transformé le portrait n'était pas Tommy John. Non, c'est ça. Puis il savait qu'il y avait un risque, et finalement, de la façon dont la saison se dessine, ça a été Dylan Cease qui a tombé, mais ça aurait pu être Patrick Corbin, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Donc, non, écoute, John Schneider, il doit se gratter la tête présentement. On ne sait pas exactement qui va être le partant pour le match de vendredi. Peut-être qu'on va rappeler quelqu'un du 3A, peut-être un Chad Dallas ou quelque chose comme ça. On en est rendu là dans la saison des Blue Jays. C'est quand même assez spécial. Là. Puis la réponse vient de Buffalo, elle ne peut pas venir d'ailleurs. Puis il n'y a pas nécessairement de bras magique à Buffalo en ce moment. Là. Je veux dire, quand tu prends les partants des Bisons, c'est à peu près tous du même calibre. Il n'y a personne qui ressort du lot. Puis, il n'y a pas de joueur qui dit le prochain lanceur qui tombe à Toronto, c'est lui qu'on rappelle. Non, je pense qu'on va mettre les noms dans un chapeau, puis on va prendre tout simplement celui qui a le meilleur momentum. Là. Un que je pense que les Blue Jays ont hâte de voir, c'est peut-être Jake Bloss, qui a été acquis dans la transaction Yusei Kikuchi il y a 2 ans. Il a subi un Tommy John l'an passé et là, il est en train de s'en remettre. Donc, il est encore dans les mineurs. Il est encore à plusieurs semaines d'avoir un rythme normal, probablement à Buffalo.
Si lui est en santé, Matt nous mentionne aussi un Ricky Tiedemann. Lui aussi, il est encore à l'étape de reconstruire son bras, donc il n'est vraiment pas à un rappel près là, de Toronto. Peut-être que ça arrivera plus tard durant la saison. En fait, s'il est en santé, je m'attends à le voir à un certain point à Toronto, mais c'est encore un gros si, là, parce que s'il n'y a rien de sûr avec un lanceur comme celui-là. Pascal, le vrai point là-dedans, on nous l'a mentionné ici, même avec tous ces blessés au Monticello, on demeure quand même une équipe qui donne pas trop de points. Le problème est encore à l'attaque. Et cette phrase-là, on va la surligner en gras, parce que c'est ça pareil. Pourtant, cette attaque pourrait nous aider le temps que les blessés reviennent. C'est vraiment bien dit parce que les lanceurs se maintiennent. Les lanceurs ont des bonnes moyennes de points mérités, puis les meilleurs sont les meilleurs. Puis même Jeff Hoffman est en train de redevenir bon. Il y a plusieurs éléments qui tombent en place malgré les embûches et les embûches et les embûches. Mais si ces gars-là ne marquent pas, tu vas perdre plus souvent que tu le devrais. Jeff Hoffman est en train de redevenir bon. On va la souligner aussi, cette phrase-là. Oui, c'est ça. L'échantillon est petit, ça fait quelques sorties, mais en ce moment, ça va. Quand même, il fait la job. Puis, il a accepté son rôle. Puis, son rôle, il ne l'a pas perdu. Là. Je pense qu'il est juste en stand-by pour peut-être aller le rechercher. Ben, moi, je trouve qu'au final, cette attaque-là, elle me surprend. Elle me surprend parce que, l'année passée, on a eu des Badgers, on a eu des Clement, on a eu des joueurs qui ont éclos. Cette année, c'est Sanchez, c'est Pinango qu'on ne connaissait pas vraiment, qui arrivaient d'un peu de nulle part. Puis les gars font la job. Les gars font le travail pour lequel ils sont payés. Puis ça rapporte des résultats. Ce n'est pas des superstars. Ce n'est pas des gars qui vont défoncer la clôture match après match. Mais c'est des gars qui placent la balle en jeu, qui sont opportunistes puis qui changent la game. Je ne nomme que ces deux-là. Mais on dirait que tout le monde fait un travail supplémentaire, fait du surtemps, finalement, pour ramener l'équipe à un niveau acceptable. Ce n'est pas l'attaque qu'on espérait, ce n'est pas l'attaque rêvée, mais dans les circonstances, on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a, puis les gars qui sont là doivent performer. Mettons un gars comme Vladimir Guerrero Jr., là, il s'est blessé, il a manqué 2 matchs, il est de retour. C'est une saison avec des hauts et des bas, là, on ne se le cachera pas, mais c'est un gars qui doit mettre le club sur ses épaules, même si tout le monde est conscient que de perdre Alejandro Kirk, ça fait mal. Tout le monde est conscient que la perte d'Allison Barger fait mal. Puis tout le monde est conscient qu'on pourrait en nommer plusieurs comme ça. Ce sont des éléments qui font mal, mais à un certain point, les gars, on le répète, là, on l'a dit dans les dernières semaines, mais c'est un point important pareil. Les gars qui sont là, ils sont en santé, jusqu'à preuve du contraire, et ils doivent performer à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire, à commencer par le joueur de premier but qui est joueur de franchise. Absolument. Absolument. Mais en même temps, oui, il est payé comme un joueur de franchise. Il a été reconnu comme un joueur de franchise, puis il doit se comporter comme tel. Je vais peut-être me contredire avec ce que je viens de dire, mais il n'est pas super bien appuyé quand même. Quand tu regardes d'autres joueurs de concession ailleurs, quand tu regardes Aaron Judge à New York, il est quand même mieux appuyé dans le line-up que Guerrero peut l'être à Toronto. Puis, je ne ferai pas la nomenclature de tous les joueurs concession, mais on s'entend que Vladimir, parmi les joueurs concession, est peut-être celui qui est le moins bien entouré actuellement. Puis, on le savait qu'avec la perte de Beau Bichette, ça allait faire mal quand même à Vladimir parce qu'il serait moins bien protégé et ainsi de suite. Ouais. Mais c'est quand même une année frustrante pour lui. Il a sacrifié de la puissance ou c'est la puissance qui l'a abandonné. On ne sait pas trop. Il est peut-être devenu un meilleur joueur de moyenne, mais n'empêche qu'il n'est pas payé nécessairement pour obtenir des simples et des doubles. Il est payé pour obtenir plus que ça. Il est payé pour produire plus de points que ça. Il est loin de mener l'équipe au chapitre des points produits. Puis je ne sais pas à quel moment de l'année il va passer premier dans les points produits chez les Jays, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Puis je peux comprendre que c'est frustrant pour lui. Puis l'autre fois, quand il a été atteint, il s'est sorti du match lui-même. Il y avait beaucoup de frustration là-dedans aussi. Là. Absolument, absolument. Mais au moins, quand Vlad frappait des simples et des doubles et qu'il frappait pour 354, il aidait l'équipe d'une certaine façon. C'est la récente séquence où il ne frappait même pas de simples et de doubles qui faisait un petit peu plus mal. Mais écoute, là, comme tu dis, le retour des blessés va peut-être faire en sorte qu'à un certain point, il va être un petit peu mieux entouré. Le retour des blessés, peut-être que ça signalera aussi le départ de Lenin Sosa, qui est devenu le mal-aimé à Toronto. Il a récolté son premier but sur balle, hier ou avant-hier de toute la saison. Il est supposé avoir de la puissance, il n'y en a pas. Défensivement, je veux dire, il fait
fait la job, mais je veux dire, c'est pas une merveille non plus. Il n'y a pas de très, très grande qualité en ce moment. Et là, on a décidé de le conserver au détriment de Davis Schneider quand Nathan Lucas est revenu. Je comprends dans le sens où Schneider méritait d'aller dans le 3A. Je comprends dans le sens où, écoute, tu voulais envoyer un voltigeur en bas puis garder un joueur d'avant-champ pour créer un certain équilibre. Je comprends ces éléments-là. Je comprends que sur ça, il aurait fallu que tu coupes les ponts alors que l'autre pouvait simplement être envoyé dans le 3A. Je suis conscient de tous ces éléments-là. Mais quand tu es une équipe qui ne frappe pas, Pascal, puis que tu gardes un Sosa au sein de ton équipement, de ton alignement, pardon, et pour moi, ça n'envoie pas un grand, grand message. Là. Tant qu'à ça, coupe-le puis essaye un jeune en bas. Ben, je pense que le résultat ne serait pas pire actuellement. En comparant les deux, Schneider qu'on envoie dans le 3A, ben Schneider, on sait ce qu'il est capable de nous donner. Puis, il n'y avait pas une grande séquence non plus, là, on s'entend. Non. Mais il a le logo des Blue Jays tatoué sur le cœur, Schneider. Ça fait que même si tu l'envoies en bas, il va faire la job en bas, il va se battre pour revenir, il va revenir avec l'équipe, il va se comporter exactement de la même façon qu'il se comportait avant d'être descendu en bas. Sur ça, c'est plus une boîte à surprise. Je pense qu'on va tester jusqu'à la dernière minute ce qu'il est capable de nous donner, puis après, on va lancer la serviette. Schneider, en l'envoyant dans le 3A, c'est pas qu'on lançait la serviette, mais c'est deux traitements un peu différents. Je pense qu'on va épuiser ce qu'on est capable de faire avec Sosa avant de prendre la décision. Schneider, il peut être appelé n'importe quand. Puis oui, c'était plus facile de descendre un voltigeur, comme tu le dis, que de descendre un joueur d'avant-champ. Mais encore faut-il que le joueur d'avant-champ cède, ce qui n'est pas le cas. Non, on s'entend. Tu as peut-être vu, Pascal, dans les derniers jours, là, principalement lors de la sortie de Sandy Alcantara, c'était le festival du frappeur atteint. Sandy Alcantara qui a atteint 4 joueurs durant ce match-là. Matt qui nous demande comment les Jays peuvent réagir face aux clubs qui vont lancer délibérément sur les frappeurs. Moi, j'ai l'impression que, c'est arrivé aujourd'hui, j'avais l'impression que c'était un petit repairage, j'ai l'impression que ça, c'était un peu plus voulu. Alcantara, les 4 lancés, c'était des balles à effet. Il n'y avait pas nécessairement de balles rapides. Les Blue Jays n'avaient pas l'air de se plaindre. John Schneider ne s'est pas plaint après la game. Jesus Sanchez, qui est un ancien coéquipier, ne s'est pas plaint non plus après la game. Ce n'est pas parce qu'il est encore très attaché aux Marlins, parce qu'il a dit qu'il était très, très, très content de battre son ancienne équipe. Fait que moi, j'ai l'impression qu'il faut faire la part des choses. Alcantara, j'ai vraiment l'impression qu'hier, il ne l'avait pas pantoute. Une journée où tu donnes 8 points, visiblement, tu ne l'as pas. Perez, aujourd'hui, c'est peut-être autre chose, mais Alcantara, je pense pas que c'était voulu. Puis, il n'y a aucune rivalité entre les deux équipes. Là. On s'entend là-dessus. Ils ne jouent même pas dans la même ligue. Alcantara, c'est plus un lanceur qui cherche tout simplement. Il y a eu un début de saison incroyable. Il était intouchable en début de saison. Puis là, depuis peut-être une demi-douzaine de départs, il se cherche. Il est complètement passé du chaud au froid. Puis, c'était plus un lanceur qui manquait de contrôle en ses tirs qu'un lanceur qui veut arracher la tête de quelqu'un. Fait que moi, je ne lancerais pas la pierre nécessairement. Puis, la façon dont l'équipe de Toronto a réagi, tu voyais qu'il comprenait la situation. Perez n'est pas dans la même séquence nécessairement qu'Alcantara, mais en même temps, qu'est-ce que Miami gagne à atteindre des frappeurs de Toronto quand on vient de se dire ce qu'on vient de se dire? Non, c'est ça. Je pense que c'est pas... je pense que les Blue Jays l'ont vu comme ça aussi, de cette façon-là, mais c'est sûr que ça doit être tannant de se faire atteindre malgré tout. Mais j'ai plus l'impression que c'est un gars qui visait les coins de la zone des prises. Oui, puis considérant que Vlad a été sorti du match par un lancer, il a été atteint par un tir. Ça fait que tu gardes ça en mémoire aussi. Puis tu te dis, regarde, il y a quelqu'un qui s'est fait blesser en se faisant atteindre. Est-ce que c'est la coutume? Est-ce qu'on va se faire sortir un gars toutes les semaines parce qu'il a été atteint? C'est ce qu'il faut éviter. Là. Puis c'est une question de sécurité aussi. Mais oui, comme c'est mentionné ici, Perez a par contre été baveux. C'est vrai qu'il était un peu. Comme je l'ai dit aujourd'hui, pour moi, c'est un cas plus différent. Puis même on a vu John Schneider là, qui avait des. Qui a offert ses souhaits de joyeux Noël à Perez là, depuis le banc. C'était clairement un client satisfait de ce qui se passait. Mais ça, aujourd'hui, c'est une situation différente selon moi. Il a peut-être été moins baveux que le lanceur des Brewers, là, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, dans un match qui était hors de portée, un releveur qui va d'une célébration très, très maladroite, disons-le comme ça, le type de trop, plus que trop célébrer pratiquement, pas pratiquement, très arrogant par rapport aux Cards, sous le nom de il y a une rivalité entre les deux équipes, puis nous, on le sait, puis c'est puis ça. Mais Pascal, quand même, ton gérant, il fait non, c'est inacceptable, puis il va en entendre parler. Là.
Ouais, tu te places pas dans une belle situation. Puis, tu sais, s'il y a un lanceur qui risque de se ramasser dans le 3 avant longtemps, ben, je pense qu'il attend juste d'être appelé dans le bureau du gérant. Mais quelle réaction inconcevable, là. Tu sais, Ouais, appelons ça comme ça, là. bon choix de mots. Ouais, je l'ai cherché longtemps. Tu vois, Matt, il nous rappelle que le karma a frappé Perez parce que tout de suite après, il a eu sa crampe. Puis c'est vrai, tu sais, ça faisait 4 manches qu'il lançait, ça se passait bien ses affaires, son nombre de tirs était bon, 73, je pense. Puis là, il n'est pas revenu en cinquième. Puis finalement, ben, c'est parce que quand il s'échauffait pour la cinquième, il y a eu une crampe, puis on est obligé de l'enlever. Donc, oui, peut-être qu'il y a un petit peu de, de karma dedans. Puis, tu sais, on a utilisé le mot frustration à quelques reprises depuis le début de l'émission, mais les Ouais, Marlins sont une équipe frustrée aussi, là. Tu sais, ben ils oui. avaient quand même une belle séquence à un certain moment donné. Ouais, Tu sais, ils bataillaient pas avec les Braves, là, pas à ce point-là, mais n'empêche qu'ils étaient quand même bien positionnés. Puis là, ben, on risque de retomber dans nos bonnes vieilles habitudes, là. assurément. Pascal, ça fait le tour de ce qu'on avait pour les Blue Jays. Allons voir maintenant ce qui se passe ailleurs dans le baseball majeur. Ailleurs dans la MLB, Pascal pourrait se transformer pour le début du bloc ailleurs dans la NFL. Travis Kelce qui s'invite dans le podcast de Passion MLB. Pourquoi? Parce qu'il est devenu un actionnaire minoritaire d'un rival de division de Patrick Mahomes, en fait. Ben oui, je pensais que c'est parce que Taylor Swift avait sorti un nouvel album, mais c'est pas nécessairement le cas. Non, ben si Félix avait été là, il nous en parlerait. Ah oui? C'est un Ah, fan de, c'est un fan de Taylor Swift? c'est un bon fan de Taylor Swift. Ah, c'est pas nécessairement mon cas. Euh, Moi non plus. ben, Kelsey qui s'invite dans les discussions du baseball majeur, tu le dis, en devenant actionnaire minoritaire des Guardians de Cleveland. Pourquoi les Guardians? Kelsey est venu au monde dans une banlieue de Cleveland. Il a la ville de Cleveland en admiration. Fait que pour lui, c'était tout à fait normal là, de devenir actionnaire de cette équipe de baseball-là. Puis moi, ce que je ne savais pas, c'est que Kelsey performait très bien au baseball quand il était plus jeune. Donc, il a fait le choix d'aller du côté du football, ce qui n'a pas été un mauvais choix dans son cas, là. Il a quand même connu quelques succès. Kelsey, on le sait, sa carrière est possiblement sur une pente descendante. C'est normal à 36 ans, là, le football, c'est pas là que les carrières sont les plus longues. Non. Mais n'empêche qu'il se cherche des hobbies. Ben, de devenir actionnaire minoritaire des Guardians, c'en est un. Et je ne savais pas non plus qu'il était aussi actionnaire d'une écurie de Formule 1 avec Patrick Mahomes, là, son collègue. Mais tu l'as bien dit, Mahomes et Kelsey qui sont maintenant des concurrents dans la même division, c'est-à-dire la centrale de l'américaine. Oui, c'est intéressant parce que, tu sais, il y a deux mentalités, tu sais, pour un. Mais en fait, il y en a trois, là. Tu sais, pour un joueur qui va investir dans un autre sport, il y a la mentalité d'acheter une équipe qui n'a pas rapport, là. Tu sais, comme tu sais, mettons, LeBron James qui a investi dans Fenway Sports puis qui se ramasse actionnaire des Red Sox de Boston. Tu sais, il n'y a pas de lien direct avec Boston pour LeBron James. Puis qui fait sa Sinon, carrière à Los Angeles. oui, c'est ça, exactement. Termine sa carrière à Los Angeles plutôt. Exactement. Tu as la possibilité d'investir dans la ville où tu joues, et c'est ce que Patrick Mahomes a fait, parce que sinon, je ne suis pas sûr que c'est nécessairement les Royals en tant que tels qui auraient été son choix numéro un, quoique je ne suis pas sûr qu'il y a les moyens d'investir la même portion dans les Yankees ou les Dodgers. Et puis, de l'autre côté, ben, c'est de faire honneur à sa ville natale, un peu comme l'a décidé de faire Travis Kelce, comme ça, qui se ramasse rival de division avec Patrick Mahomes. Ça va être le fun dans le vestiaire des Chiefs cette année, peut-être, suivre une fin de semaine où les On va faire deux des équipes bonnes s'affrontent. discussions. Ben oui, ben oui. Ça va faire des bonnes discussions, là, malgré que les Guardians et les Royals ne sont pas nécessairement dans la même catégorie quand on regarde le classement. Là. Les Royals n'ont pas nécessairement le même début de saison que les Guardians. Mais ça me fait penser aussi, ça me fait penser à Michael Jordan qui avait acquis l'équipe de basketball de Charlotte, mais lui, ça se comprenait parce qu'il avait joué son basketball universitaire à l'Université de North Carolina. Ça se comprenait plus. Ça n'a pas été un énorme succès, là. L'achat, mais par contre, il a fait énormément d'argent en revendant l'équipe. Fait que peut-être qu'il est meilleur pour spéculer finalement que pour être propriétaire d'une équipe. Puis lui s'est lancé par la suite dans la NASCAR, je crois. Ça, c'était quand même un peu spécial. Puis je ne savais pas non plus qu'il y avait tant de joueurs de basketball qui étaient actionnaires d'équipes du baseball majeur. Tu as nommé LeBron James, il y a Giannis
là, je vais Antetokounmpo. massacrer son nom, lui. Puis il y a également un joueur des Pistons de Détroit là, qui est actionnaire également. Fait Oui, que c'est je ça, ne il y a savais quelques pas. gars. Oui, Ah, c'est ça, c'est intéressant de voir que. Mais de plus en plus, on s'en va. Là, tu sais, les gars les plus riches de chaque sport, tu sais, on peut penser à Tom Brady à Vegas, Derek Jeter s'est essayé pendant quelques saisons à Miami, tu sais, même Buster Posey qui est actionnaire avec les Giants. Il y en a de plus en plus de gars comme ça qui investissent dans des équipes, soit dans leur sport ou soit dans d'autres sports. C'est intéressant à suivre. Puis écoute, on va voir si Kelsey va avoir de l'impact là, avec, avec les Guardians. c'est sûr. Je veux qu'on parle un petit peu du dossier Anthony Volpe parce que le poste d'arrêt-court fait jaser chez les Yankees. Tantôt, c'est lui à l'arrêt-court, tantôt, c'est José Caballero. Moi, la question que je veux te poser, c'est est-ce que tu crois encore que Volpe peut devenir le joueur qu'on attend, qu'on s'attend à le voir devenir, mais est-ce qu'il peut le devenir à New York? Ou tu penses que éventuellement, par la force des choses, ça va passer par un changement d'air, puis peut-être un changement de position, là, parce que s'il s'en va jouer, prenons l'exemple des Guardians, s'il s'en va jouer deuxième but avec Cleveland, c'est pas la même pression qu'être dans le bureau de Derek Jeter. Ben, puis c'est cette pression-là, possiblement, qui a nuit à son développement, parce qu'avant même qu'il pose les pieds sur le losange à New York, on le comparait déjà à Derek Jeter. Tu ne peux Ben pas ouais. comparer un joueur à Derek Jeter. Non. C'est pas l'aider. C'est lui mettre le piano puis le pianiste sur les épaules. Fait que ça ne l'a pas aidé. Mais pour répondre à ta question, moi, je pense qu'il commence à se faire tard pour Anthony Volpe parce que ça fait quand même longtemps qu'on lui donne sa chance. Puis on lui a donné à plusieurs reprises, puis il n'a pas nécessairement répondu à l'appel. Fait que je me dis, peu importe si on le change de position, si on essaie de lui enlever la pression en le faisant jouer ailleurs qu'à l'arrêt-court, exemple au troisième but, ben est-ce que c'est de l'aider nécessairement? Ou on lance tout simplement la serviette et on essaie de l'échanger au risque qu'il performe mieux ailleurs, mais tu essaies juste de l'éloigner le plus possible de New York et de la division. Puis tu te dis, ben regarde, on se croise les doigts. S'il a une bonne carrière, tant mieux. Mais nous, on aura au minimum essayé. Moi, ma réponse, c'est je pense qu'il commence à se faire tard. Moi, ma prédiction, c'est que moi, je ne le vois pas au troisième but. Là. Il n'a pas le bras pour ça, je crois. Je pense que c'est un joueur de deuxième but. Le problème, c'est qu'au deuxième but, ils ont Josh Chisholm Jr. présentement. Donc, je pense que là, C'est tu un sais, des la meilleurs saison. joueurs sur la planète. Oui, selon lui. Moi, ma prédiction, c'est que on va laisser se dérouler la saison, puis on va alterner comme ça, quitte à le renvoyer peut-être dans le 3 ou je ne sais pas, mais on va accepter que la saison est plus difficile. Et si Josh Chisholm revient à New York comme agent libre, parce que c'est sa saison de contrat, là, peut-être qu'on échangera Volpe. Sinon, peut-être qu'on lui donnera la chance au deuxième but et que ce sera vraiment sa dernière chance. Moi, je pense que son futur est lié à ça parce que, je suis d'accord avec Matt, là. C'est un joueur de deuxième but, pour moi, c'est écrit dans le ciel. Un peu comme Beau Bichette, puis là, on l'a mis au troisième but parce que on veut préserver Marcus Semien puis sa moyenne de, je ne sais pas, 162 ou pas. Hey. Ça n'a pas de sens. Que ces gars-là qui sont des. Surtout Bichette qui est un joueur établi, mais là, dans les meilleures conditions. Volpe, il a le talent, mais tu ne l'aides pas. Mais là, au deuxième but. Ben, un joueur d'arrêt-court qui en arrache, là, logiquement, tu le rapproches du premier but pour le ramener dans les Surtout meilleures quand la conditions. raison, c'est le bras. Parce qu'il y a la mobilité pour être un joueur de milieu d'avant-champ. Il se rend à balle. Tu sais, Beaubichette, c'était ça à Toronto. Il se rend à balle. C'est la lancée le problème. Il y a la mobilité pour aller ramasser. Il peut ramasser toutes les balles à gauche, à droite, mais c'est le problème, c'est que ses relais qui sont erratiques. Puis en plus, on est allé chercher un joueur de troisième but à New York, McMahon, je pense, qui venait du Colorado. Fait que, tu mélanges tout ça, puis je pense que tu as un bon point. C'est la décision de Josh Chisholm qui va faire la différence avec Volpe. S'il revient, on n'a plus vraiment de place pour Volpe. Puis s'il décide d'aller voir ailleurs, bien là, ça ouvre peut-être un poste à Volpe au deuxième but. Mais envisageons pas de le mettre au troisième parce que là, tu scrapes définitivement sa carrière. Je pense que oui. Je veux qu'on glisse un petit mot sur Bryce Harper. Parce que Bryce Harper, on sait, bon, toute l'histoire avec son président durant la saison morte, il s'est fait mettre de la pression ici et ça. Et présentement, je regarde ses stats, Pascal. 13 circuits, 33 points produits. On est au tiers de la saison. Si on extrapole, là, 13 x 3, ça fait pas loin de 40. Puis 33 x 3, ça fait pas loin de 100. C'est un joueur qui pourrait avoir une très, très belle saison. Et là, on commence à parler de lui pour le concours de circuit parce que c'est un gros nom, parce qu'il y a une grosse saison. Et pourquoi? Parce que le concours va avoir lieu à Philadelphie. Évidemment. Et sa réponse à ça, c'est
si je suis invité au match des étoiles, je vais aller au concours de circuit. Moi, je pense que c'est un gars qui veut y aller parce qu'il l'a fait quand c'était à Washington, à sa dernière année là-bas. Le concours était là, il est allé et il a gagné ce concours-là. Il n'est pas retourné depuis, mais je pense qu'il veut le faire pour sa notoriété. Mais je pense aussi que derrière ça, il y a le plan de dire si on m'invite au match des étoiles pour ça, sur mon baseball reference, là, il va toujours avoir le AS pour All-Star à côté de mon nom en 2026. Puis par la force des choses, c'est une statistique qu'on utilise. Là. Un gars qui est retiré, là, qu'est-ce qu'on va dire? Il a gagné tant de séries mondiales, il a été à tant de matchs des étoiles. C'est une donnée qui est utilisée, même si des fois c'est un peu aléatoire, les gars qui sont invités ou pas. Donc, je le comprends d'essayer de manipuler ça pour dire hey, mon président m'a traité de ci et de ça. Mais regarde, j'ai répondu en ayant ces chiffres-là puis en étant invité au match des étoiles. Ben, c'est un beau jab. Si c'est le cas, ce serait un beau jab à David Dombrowski qui lui a mis toute la pression du monde avant même que la saison commence. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Peut-être qu'il voulait enlever la pression sur d'autres joueurs, puis il a dit Bryce Harper, il est capable d'en prendre, il est solide, on va lui mettre toute la pression. Ben, actuellement, Harper répond bien, mais ça aurait pu partir dans tous les sens parce que regardez le début de saison des Phillies, on a dû congédier leur gérant. Là, ça va bien. Là, on est sur lune de miel, tout va bien. Puis Harper contribue. Fait que Dombrowski, est-ce qu'il paraît mal ou il paraît bien? Dombrowski paraît bien parce que son équipe remporte des succès. Il aurait pu mal paraître. Ouais. Si en changeant de coach, après le congédiement de Rob Thompson, on aurait continué de mal aller, mais là, je pense que Dombrowski aurait mal paru sur toute la ligne. Mais là, je pense qu'on est en train de sauver les meubles. Harper a une bonne saison. Est-ce qu'il y a une saison qui va l'amener au match des étoiles? Bien là, je pense qu'il vient de placer ses billes. Oui, le concours de circuit, ça m'intéresse à condition que je sois invité. Bien, à toute fin pratique, il risque d'être invité s'il continue sur la même séquence. D'autant plus que le match est à Philadelphie. Fait que, ça tourne bien pour les Phillies actuellement. Cette histoire-là tourne bien, autant pour David Dombrowski que pour Bryce Harper. Puis, pour répondre à ta question, moi, je pense que Dave Dombrowski, il demande juste à mal paraître dans le sens où il a dit ces propos-là pour le crinquer. Il demande juste à ce que Bryce Harper il remette en pleine face. Il demande juste à ce que je me suis trompé sur mon gérant, je l'ai peut-être gardé trop longtemps. Là, je le remplace un peu. J'ai essayé d'amener Alex Cora, ça n'a pas marché. J'amène mon deuxième choix, Don Mattingly. Qu'il me fasse mal paraître et qu'il me prouve que c'était l'option numéro 1 dès le début. Mais au final, mon équipe gagne. C'est ça. Puis, on parlait tantôt de quand je vais prendre ma retraite, comment je vais paraître. Dave Dombrowski, quand il va prendre sa retraite, tout le monde va reconnaître que ça a été un dirigeant d'exception. Il a amené toutes ses franchises, sauf les Expos, à la Série mondiale quand il était DG. Il en a gagné quelques-unes. C'est un gars qui a un passé de gagnant. Les Phillies, il les a amenés en Série mondiale aussi. Quand il va prendre sa retraite, on va avoir des bons mots pour Dave Dombrowski. Puis ces événements-là, comme ça va devenir des notes de bas de page, tout simplement, qu'on va oublier. Fait que, moi, je pense qu'il demande juste à mal paraître Dave Dombrowski. Il s'en fout de prendre la chaleur. Ben absolument. Puis je pense que ça fait partie de son rôle. Puis il est assez expérimenté pour savoir ce qu'il fait. Puis Dombrowski, tu dis, il a amené ses équipes là où il devait les amener. Il avait quand même pris un beau risque en échangeant Randy Johnson aux Mariners de Seattle. Ça aurait pu tourner positivement pour les Expos qui avaient une saison quand même assez incroyable au moment de la transaction. On a joué le tout pour le tout parce qu'on ne se fiait pas nécessairement sur le talent de Johnson. On savait qu'il avait du talent, mais on savait qu'il avait beaucoup de difficultés avec son contrôle. Puis on s'est dit, à 6 pieds 10, ça va fonctionner comment, cette bébête-là? Puis de l'autre côté, Mark Langston, c'était possiblement le meilleur gaucher du baseball majeur, sans aucun doute. Fait que, Dombrowski aurait pu super bien paraître, mais malheureusement pour lui, les Expos se sont écroulés à ce moment-là. Mais ça aurait pu être une étoile de plus dans son cahier. Tu vois, je ne me souvenais pas que c'était lui précisément qui avait échangé Johnson. Je me rappelais évidemment qu'il avait été avec les Expos, mais je ne me souvenais pas que c'était lui à ce moment précis-là dans l'histoire. Oui, il avait pris un beau risque. Oui, ça aurait pu. L'histoire aurait pu tourner en sa faveur, comme tu l'as dit, mais sinon, après, là, il a été avec plusieurs formations qui a amené jusqu'au bout aussi. Là, il a été, c'était-tu la Floride après, il a été à Détroit, il a été à Boston, il a été à Philadelphie. Non, ça a été un bon dirigeant quand même dans le baseball majeur, et ça l'est encore jusqu'à un certain point. Absolument. D'ailleurs, en parlant de Philadelphie, je ne sais pas si tu as vu la séquence de Christopher Sanchez. Il vient de finir un autre 7 manches sans donner de points. Là, il était, je n'ai pas les chiffres devant moi. Là, je pense que c'est 44,1, 44,2 manches de suite sans donner de points. C'est un record de franchise. Puis Matt, tu as raison, il n'a pas donné un seul point en mai.
j'ai vu la stat passer tantôt, il y a 5 sorties et c'est tous des sorties d'au moins 7 manches. Là. Je pense qu'il y a 2 7 manches, 2 8 manches, un match complet. C'est assez rare. Ouais, non, c'est. Écoute, je vais te faire une prédiction, là. Je vais aller loin, là, mais je pense qu'il va être le lanceur du mois dans la nation. Il y a des grosses chances. Puis, Sanchez qui est intouchable ces temps-ci, tu regardes le retour de Wheeler. Tout fonctionne bien à Philadelphie actuellement. Puis, tu sais, Rob Thompson, il doit regarder ça, il doit se dire finalement, je serais resté, puis peut-être que j'aurais connu quand même du succès parce que là, tous mes joueurs jouent bien, mes lanceurs dominent, et ainsi de suite. Mais, tu sais, tu ne peux pas faire d'omelette sans casser deux, puis c'est ce qui s'est passé à Philadelphie. Mais Sanchez est vraiment beau à voir, mais tous les lanceurs des Phillies performent quand même assez bien ces temps-ci. Ça fait que c'est pas un hasard là, si l'équipe fonctionne bien. Puis en plus, on entend moins parler de Kyle Schwarber. Là. On dirait que son bâton magique est moins en évidence, mais n'empêche que. Puis il mène la ligue pour les circuits quand même. Hein. Il est quand à même. 21. Quand même. Mais c'est pas. Il y a exactement la saison qu'on s'attendait de lui. Là. Il frappe. Si tu vois, j'ai les stats ici. Voilà, il frappe pour 2,38. Il y a 21 circuits, 38 points produits. C'était 79 retraits au bâton. C'est exactement Kyle Schwarber. C'est ce que j'allais te poser comme question. Il y a combien de retraits au bâton? C'est ça. Puis 32 buts sur balle. C'est exactement Kyle Schwarber. C'est ce gars-là qui ont payé 150 millions de dollars et ils sont très satisfaits d'avoir payé ce montant-là avec la saison qu'ils connaissent. Je pense que les Reds auraient été contents de l'avoir aussi. Ouais, je pense que oui. Matt qui nous dit ici Cy Young à Christopher Sanchez. C'est une bonne prédiction parce qu'il y a beaucoup de candidatures qui sont imparfaites. Tu sais, Shohei Ohtani est une bonne candidature, mais c'est le nombre de manches lancées qui va être un problème. Paul Skeens a eu des sorties un peu plus difficiles, ce que Sanchez n'a pas. Donc, je pense que les deux se comparent à ce niveau-là. Zach Wheeler commence à bien lancer, mais il a manqué le début de la saison. Il y a des candidatures comme ça que tu dis, ils sont bons sur papier, mais il manque des petits trucs. Sanchez, il manque absolument rien en ce moment-là. Si la saison, pour une raison ou une autre, se termine ici demain matin, puis qu'on prend les stats telles quelles, que ce soit la moyenne ou les points lancés ou quoi que ce soit, c'est dans la poche. Il coche toutes les cases. Par contre, dans l'américaine, la blessure à Skubal ouvre la porte. Puis quand je regarde, on a parlé des Mariners tout à l'heure, quand je regarde les lanceurs des Mariners, ils ne dominent pas tant que ça. Ils ne dominent pas comme ils devraient dominer. Il y a même des lanceurs qui ont certains problèmes. Fait que, ça explique aussi la fiche des Mariners parce que normalement, leurs lanceurs devraient être plus dominants. Et normalement, Tarik Skubal, en étant sur la liste des blessés, c'est un partant des Mariners qui devrait être haut sur la liste pour le Cy Young, mais on dirait qu'il n'y a personne qui veut l'avoir là, dans l'Amérique. En même temps, il n'y a personne qui veut l'avoir à Seattle. Puis je pense que toute l'histoire des deux lanceurs qui lancent piggyback puis qui n'aiment pas ça puis qui se plaignent. Il y a une drôle d'ambiance présentement à Seattle. Mais si la saison se finissait en ce moment, j'ai envie de te dire que Cam Schlittler est peut-être un candidat de choix aussi. Là. Il est vraiment en train de se développer de belle façon. Mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus ouvert. Là, parce qu'en ce moment, si tu prends les deux ligues, le meilleur lanceur, c'est Sanchez. Puis sans aucun doute. Alcantara, s'il avait maintenu sa cadence du premier mois de la saison, il serait dans les discussions, mais là, c'est catastrophique. Là. Exact. Écoute, tu parlais de Tarik Skubal. Parlons-en. Qu'est-ce que les Tigers vont faire avec lui? On dirait qu'on se pose la question à chaque semaine depuis un an. Puis là, la réponse commence à changer. Là, parce que là, de plus en plus, je ne te dis pas que ça va se faire, mais on voit le chemin vers une transaction Tarik Skubal. Ben, on parlait de l'attaque des Blue Jays tout à l'heure. L'attaque des Tigers, là, c'est pas. Non. C'est pas fort. Hein? Fait que même si tu gardes Skubal à long terme, tu n'as pas plus une grosse attaque au final. Non. Puis, de la façon dont les Tigers gèrent cette équipe-là, les dirigeants des Tigers gèrent l'équipe, ben, ils n'ont pas de l'air à vouloir ajouter nécessairement de bons frappeurs. Puis, c'est les Red Sox qui cherchent un bâton actuellement. Je pense que les Tigers devraient chercher un sac de bâton, eux autres, parce qu'il n'y a rien qui fonctionne en attaque. Puis, leur fiche est catastrophique. Ils sont au dernier rang de leur division. Fait que quand Skubal va revenir, je pense que la meilleure chose que les Tigers pourraient faire pour l'avenir de cette concession-là, puis c'est drôle là, de le dire de cette façon-là, c'est de l'échanger. Ben oui, parce qu'il y a des équipes qui vont être prêtes à payer le gros prix là, pour aller le chercher en termes d'espoir. C'est un lanceur, là, Pascal, à son meilleur, tu l'amènes dans une série de division 3 de 5. Là, si tout va bien, juste avec ses départs à lui, c'est 2-0. Tu mènes 2-0.
tu mènes 2-0. Peu importe qui tu mets contre lui, là, surtout si tu es dans l'américaine puis que tu n'affrontes pas Paul Skeens puis que tu n'affrontes pas Sanchez puis que tu n'affrontes pas... Il y a des grosses chances qu'il aille te chercher ces matchs-là, surtout s'il y a une bonne attaque. Matt qui nous demande ici, Scooball avec les Rays, est-ce simplement une rumeur ou une vraie info? C'est Ken Rosenthal qui spéculait et qui disait qu'il croit que les Rays pourraient être dans le mix. Moi, ce que j'ai envie de te dire, Matt, c'est que quand un informateur de la renommée de Ken Rosenthal dit « Moi, je surveille telle équipe, là. » Ça, là, si tu lis entre les lignes, ça veut dire « J'ai entendu ça, mais je ne suis pas capable de te le sortir comme une info béton, donc je spécule. » Un informateur comme ça connaît, tu sais, Pascal, Ken Rosenthal, il connaît sa portée, là, il sait qu'est-ce qui se passe quand il parle, et quand il est prêt à mettre ces mots-là dans un podcast, ben, c'est parce qu'il y a une petite idée que ce n'est pas complètement impossible. Il n'y a personne qui dit que ça va se faire assurément, ça reste un long shot là, pour les Rays, mais ce n'est pas impossible. Puis tu regardes l'exemple, CC Sabathia avec les Brewers en 2008, là, il avait tout changé là-bas, puis il lançait aux 3 jours, puis il avait tiré ce club-là vers le haut, puis même si les Brewers se doutaient bien qu'il n'y avait pas de chance de le garder, puis finalement, il est allé faire carrière avec les Yankees, puis c'est la casquette des Yankees qui va porter autant de la renommée, mais le petit bout avec les Brewers, ça a fait la différence, puis il a aidé à établir un standard. Ben, les Rays, même les Brewers, cette année, ça peut être la même chose. Ben, moi, j'ai de la difficulté à voir Scooball à long terme avec les Rays, là, parce que je me demande comment les Rays pourraient le payer. Ben non, puis, par contre, Scooball, en revenant, il sait très bien qu'il n'aura pas de chance de gagner à court terme à Détroit. Ouais. Les Rays, quand il va regarder, puis il doit sûrement regarder le classement, il les voit premiers dans l'Est de l'Américaine, il doit se dire, OK, c'est quoi mes meilleures chances de sortir de l'Américaine pour m'en aller à la Série mondiale? C'est possiblement pas dans l'Ouest parce que les Mariners étaient, à toute fin pratique, l'équipe avec les Blue Jays qui avait le plus de chances et les Yankees. Il va falloir qu'ils travaillent fort. Ben, ça laisse au final 2 équipes, les Rays et les Yankees. Fait que oui, c'est logique. Ben oui, c'est logique. Les Yankees aussi vont être dans le lot. Moi, je pense que les Jays vont l'être. Les Jays vont l'être s'ils sont dans la course aussi. Tu ne paieras pas le gros prix si tu n'es pas sûr de faire les séries. Parce que tu ne veux pas qu'ils t'aident à peut-être faire les séries puis que là, tu manques les séries par une game puis tu as payé super cher pour 0 match éliminatoire. Ça, on donne. Je parlais de Randy Johnson à la fin des années 80. Ben, c'est un peu ce qui s'est passé. Ouais, on est allé chercher Langston, puis Langston n'a pas permis, malgré qu'il y avait eu une belle séquence quand même avec les Expos, mais il n'a pas permis au club de faire les séries. Ben non, exact. Comme c'est mentionné ici, il a été décevant à l'époque aussi. Comme tu l'as dit, il n'a pas permis aux Expos de faire les séries, puis ultimement, c'est la statistique qui compte. Puis justement, à cette question-là, que pour écouter Scooball avec les Blue Jays, moi, j'ai envie de te dire, ouvre la liste des 30 meilleurs espoirs des Blue Jays sur le MLB Pipeline, pige là-dedans. Choisis. C'est ça. Ça risque d'être à peu près ça. Après, combien d'espoirs, je ne sais pas, mais ça va être ça. Le club ne se dépouillera pas d'éléments actuels, mais mettons, Arjun Demala est peut-être mieux de ne pas trop s'attacher aux Blue Jays si ce club-là est vraiment sérieux pour aller chercher Scooball, mais est-ce que ça va se faire? J'ai des doutes, mais c'est un club qui va s'essayer. Les Blue Jays s'essayent sur tout le monde. C'est un fait, tout le monde le sait. Donc, oui. Ça va être un beau dossier quand même. Puis Scooball pourrait devenir un joueur de location. Oui, il y a des bonnes chances. Puis d'après moi, son agent, Scott Boras, va pousser pour ça parce qu'il sait que s'il est échangé en cours de saison, il n'est pas éligible à l'offre qualificative. Puis il sait que s'il lance pour un club qui fait les séries et qui performe bien, ça va aider sa valeur. C'est tout ça. Donc, moi, je pense qu'il va pousser pour ça. Il n'y a pas de clause de non-échange ou quoi que ce soit encore parce qu'il n'est pas éligible à l'autonomie complète. Mais à partir de l'an prochain, il va être en mesure d'un peu plus contrôler son destin. Puis peut-être que d'aller lancer ailleurs, ça pourrait être intéressant pour lui. Puis pour la direction des Tigers, s'ils s'en rendent compte, Matt nous le mentionne, est-ce que ça peut ressembler au dossier Ohtani avec les Angels? 100%, c'est la même chose. Absolument. On a décidé de ne pas l'échanger, puis on en paye le prix aujourd'hui. Imagine, les Rays étaient intéressés à Ohtani, puis Caminero était dans cette offre-là. Imagine Junior Caminero présentement au 3e but pour les Angels. Je ne te dis pas que c'est des prétendants à la Série mondiale, mais on est un pas en avant. Et on n'est pas dernier. Puis surtout que dans la division ouest de l'américaine est prenable par tout le monde cette année. Eh oui, exactement. Exactement. On a quelques petites questions, Pascal, donc je vais aller rapidement à la période de questions.
suis content parce que cette semaine, Matt est revenu avec un de ses fameux jeux. Donc, Ah oui? Oui, ça faisait quelques semaines, là, il avait pris une petite pause, mais notre appel a été entendu. Donc, Matt, qui nous dit ici, vous avez le rôle de DG. Lequel des deux lanceurs vous prenez si vous êtes les Mets? Est-ce que tu reprends Zach Wheeler ou est-ce que tu reprends Jacob deGrom? C'est une bonne question, parce que Wheeler, on sait qu'il va prendre sa retraite dans un an et que. Il l'a dit à la fin de mon contrat, je prends ma retraite. deGrom, il y a un gros contrat. C'est pas quelque chose qui fait peur à Steve Cohen, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut considérer. deGrom a un état de santé qui est normalement plus précaire, mais Wheeler revient quand même d'une grosse épreuve physique. Donc, les deux sont excellents. Dans leur prime, je pense que deGrom est un peu meilleur, mais ce n'est pas un désaveu envers Wheeler qui est très bon. Les deux sont plus âgés. Les deux ont un bon contrat. Je pense que je prends... Je ne sais pas. J'allais dire un des noms, puis je n'arrive pas à me prononcer. Tiens, je vais te lancer la balle au bon, voir si tu as une meilleure réponse que moi. Ça va me donner le temps d'y penser. C'est blessure pour blessure. Si Wheeler n'avait pas subi la dernière blessure, moi, je le prenais. Parce que deGrom a un plus gros pedigree de blessures que Wheeler pouvait en avoir un. Wheeler, je l'aime bien parce qu'il est, selon moi, il a été sous-estimé tout au long de sa carrière. Au contraire, je ne dirais pas que deGrom a été surestimé parce qu'il a quand même livré la marchandise. Moi, je prends Wheeler. J'haïs pas ça. Moi, on dirait que j'ai tellement de misère entre les deux parce que c'est deux cas qui se ressemblent. C'est vraiment une bonne question. Moi, tu vois, je vais prendre deGrom pour une raison. Puis c'est peut-être un peu injuste comme raison, mais deGrom a été meilleur à New York que Wheeler. Puis New York, c'est une autre bébite. Mais tu sais, je pense qu'avec les outils que Wheeler a aujourd'hui, il pourrait lancer n'importe où. Tu sais, Philadelphie, c'est pas un marché qui est facile non plus. Non. Mais parce qu'il y a eu du succès à New York, je vais répondre deGrom. Mais ça me déchire un peu de ne pas choisir Wheeler. C'est une bonne raison. C'est intéressant comme question. Tu nous en reposeras d'autres, Matt. J'haïs pas ça pantoute. Matt, justement. Quel est le plan des Royals? Est-ce que Bobby Witt Jr. peut être échangé pour réveiller l'équipe? Non. Je pense que ça les endormira à tout jamais. Oui, je pense que oui. Puis on compte sur lui aussi. Une des raisons pourquoi il y a eu ce contrat-là, Pascal, c'est parce qu'on essaye de convaincre la ville, de construire un nouveau stade ici et ça. C'est plus facile avec un nouveau joueur. Je vois pas. Tu sais, s'il était à 1 an d'autonomie, je te dirais OK, là, il est encore là pour 7, 8, 9, 10 ans. Il n'y a personne qui va prendre ce contrat-là. Tu ne pourras même pas avoir la valeur que tu veux pour Bobby Witt Jr. Il va être bon à toutes les années pendant les 10 prochaines années. Pour moi, c'est par la force des choses un des joueurs les plus intouchables du baseball présentement. Je ne vois pas les Royals l'échanger. Mais en matière de joueur concession, je pense que lui représente bien cet aspect-là. Puis il serait bon partout. Oui, il va être bon toutes les années qu'il va passer avec les Royals, mais il serait bon n'importe où pour n'importe quelle équipe du baseball majeur. C'est vraiment le prototype du joueur qui va te faire gagner, mais il n'y aura jamais la visibilité que s'il joue à New York, à Los Angeles ou à Chicago. Fait qu'il va devoir vivre avec le fait de toujours être dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Mais ça, il savait. Là, je veux dire, quand il a signé, il n'a pas signé à New York puis il a été échangé le lendemain par surprise aux Royals. Ce contrat-là, il l'a signé avec l'équipe de Patrick Mahomes. Mais ça, d'ailleurs, ça me rappelle que les petits marchés dans la NFL, ça n'existe pas. Hein? Patrick Mahomes, il n'y a personne qui se dit « Ah ouais, mais il joue à Kansas City » versus on dit ça de Bobby Witt Jr. Un petit marché dans le football, ça n'existe pas. Ben, le meilleur exemple, c'est Green Bay. Ben oui, tu as raison. Green Bay est un marché minuscule, pourtant, c'est une concession légendaire. Absolument. Tu as tout à fait raison. Mais on dirait qu'on ne se dit pas genre « Ah, il s'en va à New York » ou « Ah, il s'en va à Los Angeles ». Pendant un bout, Los Angeles n'a pas eu de club. Puis, en tout cas, c'est une autre réalité. Eden ici qui nous dit Chisholm ne pourrait pas jouer à l'arrêt-court quand on parlait de Chisholm tantôt. Il a commencé là, il a été joué un peu au champ-centre, mais sa niche, c'est vraiment au deuxième but. Là. Je pense que ce serait un peu contre-productif d'envoyer à ce point-ci Josh Chisholm au poste d'arrêt-court. Pascal, ça fait le tour des questions qu'on a. Je te remercie d'avoir été là avec moi cette semaine. C'est toujours un plaisir de jaser de balle avec toi. Mais c'est toujours un plaisir d'y être aussi.
en présence ou pas de Sébastien, là, qui, je ne sais pas s'il jouait dans le 3A ce soir ou regarder On l'a l'horaire. laissé, on l'a laissé digérer la nouvelle, là. Et on l'a laissé, il est en train de se rapporter à son club. Mais demain, il est attendu sur le terrain. Là. Il est dans l'autobus, tu penses? Ah, il est dans l'autobus. Merci à tous ceux qui sont venus nous poser des questions en live sur les réseaux sociaux, le Facebook, le Twitter et le YouTube de Passion MLB. Cette semaine, c'était à 19h parce que le Canadien joue dans les prochaines minutes. On voulait évidemment laisser la chance aux gens de ne pas entrer en conflit avec le Canadien. Mais sinon, c'est à 20h que ça se passe en temps normal. On peut aussi rattraper tous les épisodes du podcast sur le site passionmlb.com dans la section podcast ou sur toutes les bonnes plateformes qui diffusent des podcasts. Et puis, je vous invite aussi à nous lire sur le passionmlb.com pour suivre l'actualité du baseball majeur. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine de baseball et nous, on se dit à la semaine prochaine.